Voilà, donc ce soir, donc, ce sont les fiches de synthèse de la partie, enfin, de la partie que je vais appeler environnement réglementaire, qui fait l'objet donc de ce premier, euh, de cette première séance de réglementation. Euh, alors pour rappel sur ces fiches de synthèse, vous avez d'un côté la page du PDF, donc ici en l'occurrence la page 8 par exemple pour la première vidéo, et ici pour la première vidéo, c'est la vidéo complète, c'est donc la vidéo R11, donc la première partie du chapitre 1 de réglementation. Voilà. Et donc ces deux indices là vous permettent de voir, enfin d'avoir, de savoir où retrouver plus d'informations. Vous remarquez que systématiquement maintenant j'annonce que les documents sont disponibles sur cette jolie licence de Creative Commons. Donc ça veut dire que vous pouvez publier, ce n'est pas vendable, et ben, vous pouvez aussi la modifier. Hein, c'est le BY NC-SA. Voilà, donc voici les fiches de synthèse. Donc fiche de synthèse de ce soir, donc environnement réglementaire, c'est le premier paragraphe du premier chapitre du cours. Alors l'environnement réglementaire, on va juste voir quels sont les organismes qui fixent les règles. On ne va pas rentrer en détail dans chacune des règles, puisqu'on va voir ça au fur et à mesure dans dans les chapitres suivants et dans les paragraphes suivants aussi. Donc il y a une succession de textes et le premier texte en top, c'est le niveau international, bien évidemment. Et le niveau international, c'est l'UIT qui définit les règles. Alors l'UIT, c'est l'Union internationale des télécoms, et cette UIT, elle édite le RR, donc en anglais Radio Regulations, en français Règlement des radiocommunications. Heureusement, c'est les mêmes lettres. Voilà. Donc ce RR, il est mis à jour à chaque CMR, donc les conférences mondiales de radiocommunication. La prochaine CMR a lieu là en, je sais plus, je crois que c'est novembre 2023, enfin dans quelques mois. Euh, ce RR, dans le RR, il y a des dispositions. Euh, alors, quand on voit S1, ça c'est un article. Le S1, ce sont toutes les définitions. Donc vous avez des tas de définitions, dont deux qui vont nous intéresser. C'est la S156 qui définit le service amateur. Alors là, je vais vous le lire, et c'est quelque chose de très important puisque ça a été intégralement repris dans la réglementation européenne puis française. Exactement enfin mot pour mot, puisque le RR, il y a plusieurs versions, il y a version, je crois qu'il y a 6 langues, et évidemment il y a le français dedans. Donc le service amateur, c'est un service de radiocommunication ayant pour l'objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques effectuées par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire. Voilà, donc il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Service de radiocommunication, donc on fait de la radio. Instruction individuelle,
Donc ça, c'est vous qui apprenez par vous-même. L'intercommunication, les études techniques, effectuées par des amateurs, et on définit après ce qu'est un amateur, ce sont des personnes dûment autorisées. Amateur ne veut pas dire quelqu'un qui fait ça en dilettante. C'est pas le terme amateur dans le français moderne. Et donc ces amateurs, ils s'intéressent à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de vendre nos prestations. Le S1, donc ça c'est le S1 56 et le S1 57, il définit ce qu'est le service d'amateur par satellite. Et c'est exactement pareil, sauf que là, en l'occurrence, ce service, il fait usage de stations spatiales situées sur les satellites de la Terre. C'est-à-dire que si jamais on envoie une station radio-amateur sur la Lune, elle ne pourra pas, quoique la Lune est un satellite de la Terre. Donc, ok, mais plus loin, si on l'envoie sur une fusée vers Mars, eh bien, elle ne pourra pas prendre les dispositions du S157. Le S25, donc ça c'est un autre article, il est uniquement réservé aux conditions d'exploitation du service amateur. Alors, comme tout texte onusien, puisque l'UIT est une branche de l'ONU, ce sont des termes relativement vagues, mais voilà, chacun, à chaque fois, tant au niveau européen qu'au niveau national, donc français pour nous, on va décliner ce qui est écrit dans le RR et le préciser voilà, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et évidemment, ça doit être toujours dans l'esprit de ce qui est écrit dans le S25. Donc le RR, l'UIT, édite le RR, mais propose aussi, émet des résolutions, puisque encore une fois c'est une branche de l'ONU, donc ils font des résolutions et des recommandations, plutôt des résolutions. Et cette résolution, elle est très importante, c'est la 646, on en a entendu un petit peu parler récemment avec les tremblements de terre au Maroc, là, où, des fréquences pourraient être utilisées pour l'organisation des secours. Et cette résolution 646, qui s'intitule donc Protection du public et secours en cas de catastrophe. Alors, en anglais, c'est PPDR. Alors, je ne sais plus ce que veut dire exactement PPDR, peu importe. Mais voilà, c'est la traduction de ce terme-là en anglais. Et donc, cette résolution 646, elle préconise une harmonisation des fréquences par région. Et c'est pour ça qu'en région 1, on a toutes les mêmes fréquences pour l'organisation des secours en cas de catastrophe. Voilà, alors, Fifou qui est au courant de tout, Public Protection and Disaster Relief. Voilà, tout le monde a répondu. Je pense que Google est leur ami. Donc ça, c'est au niveau international. Au niveau européen, c'est-à-dire alors européen, quand on parle de l'Europe, on va parler de la CEPT. Donc la CEPT, ça regroupe toutes les administrations chargées des communications électroniques, des télécoms, des 27 pays de l'Union européenne. N'oublions pas que nous sommes 27, puisque le Royaume-Uni nous a quittés, donc il n'y a plus que 27 pays, mais donc on a 27 pays,
plus 19 autres pays européens, dont le Royaume-Uni. Et donc cette CEPT, elle définit des règles plus précises au niveau européen, parce qu'il avait été décidé au niveau de l'UIT pour le niveau mondial, il y a une harmonisation de ce qui se fait en étant un peu plus précis au niveau européen. Et alors il y a des tas de sujets dont traite la CEPT, parce qu'il n'y a pas que les radioamateurs, et il n'y a pas que les télécommunications, il y a aussi tout ce qui est communication électronique. Et donc, au niveau européen, il y a deux recommandations qui sont importantes concernant les radioamateurs. C'est la TR 6101 qui date de 1985 et qui permet la libre circulation des radioamateurs à l'intérieur de la CEPT pour des séjours de moins de 3 mois. Alors on verra précisément ce que veut dire, dans quelles conditions ça se fait. Donc ça c'est la libre circulation. Et qui dit libre circulation dit, oui, mais il faudrait que tout le monde ait le même niveau. Et donc, 5 ans plus tard, quand même, ils ont réalisé la CEPT. Donc ils ont sorti la recommandation TR 6102, où là on définit un programme d'examen détaillé à la fois de réglementation et de technique. Alors, Alex qui dit qu'il a lu la résolution 646 du RR, c'est un texte indigeste, certes, mais tous les textes, et notamment ceux de l'UIT, sont tous indigestes. Parce que c'est un langage onusien, donc qui veut ne choquer personne, donc c'est toujours des phrases alambiquées, voilà, qui cherchent à dire la bonne direction à prendre. Et c'est pas évident. Voilà, donc ces deux recommandations, la 6101 et la 6102, c'est les plus importantes pour notre activité de radioamateur. Et au niveau national, eh bien, nous, on est régi par le code des postes et communications électroniques. Donc c'est un mot, souvent c'est, comment dire, on écrit CPCE ou CPECE. Donc c'est tout un code qui existe depuis très longtemps, qui a évolué, mais finalement la structure reste la même et voilà, les articles ne changent pas trop. On a 3 articles qui vont nous intéresser énormément. Le L333, ça c'est facile à se souvenir, qui dit que les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées, c'est typiquement nous. Je rappelle par exemple un service comme par exemple des ambulances, ils ont une assignation d'une fréquence. Ils ne peuvent utiliser qu'une fréquence, celle qu'on leur a attribuée. Nous, radioamateurs, on a des bandes de fréquences. Donc, on n'a pas une fréquence spécifiquement assignée. On a des bandes de fréquences. Et on peut utiliser celle qu'on veut. Donc, les stations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisation sont établies librement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de demander l'autorisation préalable d'émettre. On a un certificat d'opérateur, on a un indicatif d'appel et on établit librement nos communications. Les conditions d'utilisation de ces installations radioélectriques sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L366. Alors si vous voulez le voir, le 36.6,
vous allez dans le cours, ou alors carrément sur les textes que je vous avais montré tout à l'heure, et là vous avez le détail. Alors ça ne, c'est pas que pour les radioamateurs, hein. C'est pour tous ceux qui n'ont pas de fréquence spécifiquement assignée à l'utilisateur. Donc le L33.3, ce n'est pas que les radioamateurs, puisque dans le L33.3, il y a après un, alors ça c'est une loi, vous avez après un décret, et donc ce décret, ça fixe, ça liste toutes les catégories, et les catégories qui sont redevables du L33.3. Donc dans le 406.7, on a la définition des installations utilisant des fréquences radioélectriques. Et nous, service amateur, on est la troisième catégorie. En tout, il y en a 5. Donc voilà, vous avez 5 types de stations. Et nous, on a une catégorie bien spécifique qui est définie dans le 406.7. Le L41.1, il nous dit quoi? Il nous dit l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux est soumise à autorisation administrative. Concrètement, c'est l'examen, ça. L'utilisation de fréquences radioélectriques constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'État. Ça, c'est ce qui justifiait auparavant le fait de payer la redevance annuelle. Ça a été supprimé, mais cette redevance annuelle, elle était basée sur cette occupation privative du domaine public de l'État, puisque le spectre, le radioélectrique, appartient à l'État finalement. Pour continuer dans ces textes, ce code des postes et communications électroniques, il définit aussi les autorités réglementaires, c'est-à-dire qui fait quoi, qui fait quoi. Donc le L41, il nous dit le Premier ministre arrête le partage du spectre radioélectrique entre l'ARCOM, l'ARCEP et les services de l'État. Et donc, le Premier ministre, quand il arrête ce partage, eh bien, il modifie le TNRBF, donc le tableau national de répartition des bandes de fréquences. Et c'est sur ce TNRBF que vous avez la totalité des affectataires de, du spectre de fréquence. Et donc évidemment, des radioamateurs, alors ce qui est différencié, on le verra plus tard, c'est qu'on différencie le service amateur et le service amateur par satellite. Voilà. Mais c'est donc le Premier ministre qui décide de l'affectation, et il affecte des fréquences à l'ARCEP, qui après donne l'autorisation aux radioamateurs. Donc c'est le Premier ministre qui donne, qui attribue des fréquences à l'ARCEP, et l'ARCEP qui l'attribue au service amateur. Le L130, c'est l'article qui parle de l'ARCEP. Alors auparavant ça s'appelait ART, ça a été créé en 97, et cette ARCEP, elle est consultée sur les projets de loi, de décrets et de règlements relatifs au secteur des communications électroniques et participe à leur mise en œuvre en publiant des décisions. Donc c'est ces fameuses décisions qui permettent à l'ARCEP de définir et d'affecter ou d'attribuer des bandes aux services amateurs. Et la dernière décision, donc c'est la 12-1241, c'est celle qui est en vigueur, et c'est la dernière qui a été publiée, donc elle date de 2012, puisque le premier chiffre là, ça donne l'année
Donc depuis 2012, on n'a pas eu de nouvelles fréquences. Enfin, tout au moins, il y en a eu, mais c'était des modificatifs de la 12-1241. L'article 42.4, lui, il parle du ministre chargé des communications électroniques. Donc, en l'occurrence, c'est Jean-Noël Barrot, qui est donc alors, peut-être pas secret, non, c'est le ministre chargé du numérique de mémoire. Enfin, son titre, je pense que c'est ça, je me souviens plus exactement. Et donc, ce ministre, il fixe les conditions d'obtention du certificat d'opérateur et les modalités d'attribution des indicatifs. Ça, c'est indiqué dans le L42.4. On a la DGE, donc la Direction Générale des Entreprises, qui est en fait le secrétariat, entre guillemets, du ministre chargé des communications électroniques et qui va avoir une mission de conseil auprès de ce ministre, en plus du cabinet du ministre en lui-même. Et enfin, un troisième acteur, qui est l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, et donc elle a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle d'utilisation des fréquences radioélectriques, et elle organise les examens et délivre les certificats d'opérateur et les indicatifs d'appel. Donc on voit bien que là, on a trois autorités, ARCEP, ministre, ANFR, qui se partagent trois domaines de compétences. ARCEP, les fréquences, les conditions techniques, le ministre, le programme de l'examen, et l'ANFR, organisation des examens, délivrance des certificats d'opérateur et des indicatifs d'appel. Et voilà, donc on en arrive à notre série d'examens qu'on va commencer tout de suite. Et c'est quand même beau, hein, la technique. Ça lance directement donc la série 1. Donc que signifient les lettres UIT? Alors on va revenir sur les slides. Hop. UIT, pas de chance, je ne l'ai pas écrit ici sur le PDF. Est-ce que c'est Université internationale des transmissions, Union internationale des transmissions, Union internationale des télécommunications ou Unité internationale des télécommunications? C'est Union internationale des communications. De quoi traite la section S25 du RR? Alors, ça marche toujours. Ça marche toujours. De quoi traite la section S25 du RR? Donc le S25, c'est ici. Précise les conditions d'exploitation du service amateur. Donc il parle du règlement des radioamateurs, non. Les conditions d'exploitation des stations du service amateur, oui. La libre circulation des radioamateurs dans la CEPT, dans les pays CEPT, non. Le RR25 n'existe pas, si, puisque il est là. Alors, ça c'est le piège, parce que RR25, c'était l'ancienne dénomination, ça. Alors, auparavant, ça s'appelait comme ça, et maintenant ça s'appelle S comme section.
Alors, de quoi traite la résolution 644? Alors, la 644, c'est un peu... Alors, la 644, elle est un tout petit peu avant la 646. Et la 644, elle traitait des moyens de télécommunication pour l'atténuation des effets de catastrophe. C'est-à-dire que la 644, elle était... enfin, elle n'était pas suffisamment précise et elle a été remplacée par la 646. Alors, est-ce que la NFR a mis à jour sa base de données? Je ne sais pas. Peut-être que cette question a été retirée. Enfin, en tout cas, toutes comment dire, les résolutions 640 à 646, hein, il y en a eu 7 en tout, elles traitent toutes un peu du même sujet. La plus ancienne, c'est la 640. Et à chaque fois, bah, il y a eu un numéro complémentaire. Maintenant, on en est arrivé à la 646. Voilà, il y a eu une 645 aussi, qui a été très peu de temps active. Voilà, mais toujours l'idée, c'est les moyens de télécommunication. Et donc la dernière, c'est des moyens de communication, mais aussi précisément des fréquences. Et si vous cherchez sur le RR, parce que vous pouvez aussi télécharger, alors c'est un truc indigeste, qui doit faire, je crois, 800 pages, et vous avez aussi les résolutions qui ont été supprimées, abrogées. Alors, que signifient les lettres RR? Ben voilà, règlement des radiocommunications. Règlement des radiocommunications. Alors, pardon, règlement des, et non pas réglementation des. Il faut lire, faut pas lire de travers, hein. Les arts. Alors, on continue. Alors, les résolutions de l'UT, ça c'est une question générale, sont des textes qui n'ont aucune incidence sur le droit international. Ben si, c'est l'UIT, donc c'est l'ONU. Sont à respecter avec l'autorisation de la NFR. Bah, la NFR doit, en théorie, respecter les résolutions de l'UIT. Doivent être respectées par tous les radioamateurs, ça me va bien. Non pas à être respectées par les radioamateurs français, surtout pas. Alors vous me direz, les résolutions, justement, comme toutes les résolutions de l'ONU, elles sont faites pour ne pas être respectées. Enfin bon, on va dire qu'on fait les choses bien et qu'on respecte les résolutions prises par l'UIT. Même s'il n'y a aucune sanction encourue. Quel est le but du radioamateurisme? Instruction individuelle des techniques radioélectriques, vendre du matériel d'émission, émettre sur la bande FM, contacter des amis. Évidemment, c'est la première. Là, et c'est le S156. Base de la réglementation radioamateur internationale. Est-ce que c'est le L333,
le S156, TR6102 ou TNRBF. Donc réglementation internationale, c'est la définition du service amateur, c'est le S156. Dans le cadre de la recommandation TR6101, on va passer à la slide suivante. Donc, dans le cadre de la recommandation TR6101, celle-ci, quelle est la durée maximum d'utilisation de l'indicatif d'origine sans que l'on ait à demander un indicatif d'appel dans le pays concerné? Et bien là, il y a marqué, c'est 3 mois, la durée maximum, puisque c'est pour des séjours de moins de 3 mois. Question suivante. La France applique-t-elle la recommandation TR6102? Partiellement, non, oui, en France métropolitaine uniquement. Comme la France est adhérente à la CEPT, elle a quand même intérêt à suivre les recommandations de la CEPT. Et complètement. Donc on dit oui. Alors juste petite remarque, c'est que donc on a bien un programme, et c'est ça qui posait un petit peu problème jusqu'en 2021, c'est que la CEPT, enfin le programme, avait ajouté notamment des questions, enfin, au programme, tout ce qui concernait le numérique, ce qui n'était absolument pas indiqué dans le programme français. Depuis 2021, ça a été ajouté. Donc maintenant, le texte français est conforme à la recommandation européenne. Mais voilà, pendant 3-4 ans, on n'était plus complètement conforme. Alors, la recommandation TR6102 définit combien de nombre de classes AREC. Alors ça c'est une question qui, enfin déjà, c'est pas du français ça, pour moi. Mais ça a été remonté plusieurs fois dans un compte rendu, enfin plusieurs fois dans des comptes rendus, et donc je pense que ça a été posé comme cela par la NFR, ce qui me fait un peu peur, parce que voilà, ce qui serait bien quand même, c'est qu'on parle un peu français. Et donc, il n'y a qu'une seule classe maintenant de AREC, puisqu'auparavant il y en avait deux. Il y avait avec ou sans morse. Depuis que le morse n'est plus obligatoire, ça fait quand même un sacré bout de temps, le programme AREC a été modifié et maintenant ne reconnaît plus qu'une seule classe d'émission AREC sans morse finalement. Donc il n'y en a qu'une seule. Alors comme dit Bravo, vous êtes reçu, j'ai eu 17 sur 20 sur l'arrêt. Oui, il y en a qui ont pris de l'avance là. La France applique-t-elle la recommandation TR6101 uniquement sur les fréquences supérieures à 29,7? Uniquement sur les fréquences inférieures à 29,7? Non ou oui? Encore une fois, elle applique cette recommandation puisque la France fait partie de la CEPT et donc euh, elle applique cette recommandation. Alors je rappelle quand même que tous les pays de l'Union européenne appliquent ces deux recommandations. Ils n'appliquent pas systématiquement pour les novices, mais pour les certificats AREC,
il n'y a pas de débat, tout le monde l'applique. C'est pas vrai pour les 19 autres pays, il y a quelques exceptions. Au bout de combien de mois à l'étranger dois-je demander un autre indicatif? Eh bien, c'est 3 mois, puisque au-delà des 3 mois, je ne peux plus utiliser cette recommandation et je ne peux plus circuler librement, entre guillemets, et donc je dois passer un examen local ou demander un indicatif local. Donc c'est 3. Quel organisme en France gère les fréquences? Donc on va passer ici, alors pas à ce slide-là, mais à ce slide-là. Et qui gère les fréquences en France? Ben, c'est l'Agence nationale des fréquences, ANFR. Alors CNCL, ça n'existe plus. Hein. Ça avait été créé de mémoire dans les années 81-82. Voilà, et ça a été remplacé finalement par l'ARCEP. C'est pas la CEPT et c'est pas. Alors l'ARCEP, elle ne gère pas les fréquences, quoique là c'est la question. Alors, je me suis fait peut-être, je me suis peut-être piégé moi-même parce que la NFR, elle assure la planification, gestion contre les fréquences. Donc je pense que c'est la NFR qui gère les fréquences. D'autant plus que c'est la NFR qui publie le TNRBF, même si l'arrêté de publication est signé par le Premier ministre, c'est l'ANFR qui tient à jour finalement ce tableau de répartition des fréquences. Et effectivement, c'est l'ANFR dans la... Enfin, on va le voir. Qui assure la tutelle du service amateur? Alors la tutelle, c'est l'ARCEP, puisque c'est l'ARCEP qui définit les fréquences et les conditions techniques. Et c'est en ça que l'ARCEP est l'organisme de tutelle. En tout cas, c'est pas le CSA. Le CSA n'a rien à voir là-dedans. Le REF-Union encore moins. Et le RR, ça ne veut rien dire. Que signifient les lettres ARCEP? Ah, bah ça, c'est pas un jour. Alors, ARCEP, Association de régulation des conditions électroniques et des postes. Donc c'est pour ça. Autorité des radioamateurs et des communications électroniques et des postes. Non, ce n'est pas des radioamateurs. Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. C'est ça. Sauf que son nom a été modifié il y a 2-3 ans. Alors ça ne change pas grand-chose. C'est que à la suite des postes, enfin, maintenant ça s'appelle Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la diffusion de la presse. Alors, vous me direz là-dedans, nous, on n'est absolument pas concernés. Nous, on est juste concernés par communication électronique. Voilà, donc juste cette information au cas où ça vous aurait échappé. Quelle est l'autorité qui délivre les indicatifs d'appel en France? Et donc, l'autorité, c'est l'ARCEP. Avant 2012, c'était le ministre.
Et maintenant, c'est l'ARCEP donc, qui fait passer les examens, qui délivre les certificats d'opérateur et les indicatifs. Ouais, donc c'est l'ANFR, c'est pas l'ARCEP. J'ai coché la mauvaise case. Le spectre radioélectrique. On en arrive à ce slide-là. Le spectre radioélectrique est la propriété de l'UIT, l'Europe, des associations de radioamateurs, de l'État. C'est propriété de l'État. Ça fait partie du domaine public de l'État. Base de la réglementation radioamateur nationale, c'est le L333. Tout ça, le RR, c'est au niveau international, comme le 156 c'est international, et TR6102 c'est européen. Qui définit les conditions d'exploitation des fréquences en France? Là, c'est l'ARCEP. Même si le ministre... Alors, le ministre, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il homologue une décision de l'ARCEP. C'est-à-dire qu'il dit je donne le OK. Mais la définition des conditions, c'est bien l'ARCEP qui la donne dans sa décision. Existe-t-il un tableau des fréquences et leur mode de mesure de puissance? Alors oui, non, oui seulement pour les fréquences radioamateurs, non, il n'y a aucun document regroupant ces deux informations. Alors ça, c'est une bonne question. Je vais passer. Je sens que ça tourne autour du TNRBF, mais j'en suis pas certain. Leur mode de mesure de puissance. Bon, question... Oui, et je suis d'accord que le mode de mesure ne veut pas dire grand-chose. Donc, je passe. De toute façon, on a le droit. Leur limitation, oui. Encore une fois, ça provient d'un compte-rendu. Alors, je ne sais pas s'il y en a eu plusieurs ou pas. Voilà, en tout cas, des fois, on a des... alors, soit c'est dans les souvenirs du candidat où c'est un peu flou, euh, ou alors c'est que la question elle-même est pas très bien libellée. Je pense qu'on a terminé là. Ouais, puisqu'on avait passé déjà une. On va se terminer là, puisqu'il reste... voilà, on a fait 120 minutes, hein, donc sans stress. On va terminer, on va regarder ce qui s'est... Vous n'avez pas répondu. Oui. Alors, une sans réponse, c'est celle-là. Une sans réponse, c'est celle-là. Alors ça c'est mon commentaire. Oui, seulement pour les fréquences radioamateurs. Il existe bien un tableau récapitulant toutes les fréquences attribuées aux utilisateurs, c'est le TNRBF, et ce document ne parle pas ou très peu de la puissance maximum autorisée et encore moins de la méthode à retenir pour mesurer cette puissance. Pour cela, on se réfère en règle générale aux normes internationales. En revanche, l'ARCEP définit la puissance autorisée et la méthode à retenir pour la méthode, voilà l'article 1.157 du RR, et les fréquences autorisées
au service amateur dans une décision publiée au journal officiel. Oui, parce que l'ARCEP, dans les vues, parle au niveau de la puissance d'un article du RR, donc encore une définition, hein, S1, article 1. Donc ça, c'est une définition. Et c'est là-dedans qu'on définit comment on mesure la puissance. Et là, on fait référence encore à d'autres. Enfin, il faudra rechercher le 1.157 qui définit comment on mesure la puissance. Voilà, donc on a fini, on s'en est pas trop mal sorti, 21 minutes 20, voilà. Voilà, donc on continuera cette même méthode la semaine prochaine, en espérant que ça se passe mieux au niveau de la connexion et qu'il n'y ait plus de coupures. Enfin, tout au moins qu'il y ait moins de coupures. Voilà, bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Bye bye.